Bonsoir, chers amis internautes, particulièrement ceux de SATV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accueillis par un monsieur qu'on ne présente plus, Ferdinand Coly, un ancien international sénégalais, vice-champion d'Afrique, quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2000. Donc, c'est l'occasion peut-être aujourd'hui de parler football et de faire un petit bilan sur la participation de l'équipe nationale du Sénégal lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Ferdi. Bonsoir Pape, enchanté de vous inviter ici dans nos bureaux et un grand plaisir de saluer tous les téléspectateurs de SATV. Alors Ferdi, le Sénégal vient d'une compétition avec une élimination assez précoce, déjà avec un premier tour vraiment salué par tout le monde du football. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps sur l'élimination du Sénégal? Je reviendrai avant tout sur cette participation en phase de poule qui a été pour moi aboutie. Et vraiment, à tout niveau, on a vu une équipe qui a fait preuve de maîtrise à tous les niveaux, de qualité technique, physique, qui dégageait vraiment une puissance. Et c'est ça aussi l'expérience qu'a accumulée cette équipe au long de ces longues années de souffrance aussi et puis de victoire. Et on était tous unanimes que la meilleure équipe de cette phase de poule était le Sénégal. Ils l'ont démontré. Et en fait, ça fait plaisir. Mais après, comme on a pu voir, le match à élimination directe, c'est notre compétition. Et malheureusement, on a eu cette désillusion qui fait mal quand même. Vous avez été ancien joueur, vous avez connu la CAN. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur d'être éliminé dans ce genre de situation? Non, c'est quand même une contre-performance, on peut dire, et puis on peut s'en vouloir un peu parce que quand on a l'occasion de terminer, on ressasse toutes ces occasions qu'on a ratées. Ça se joue à très peu de choses alors qu'on était au-dessus de notre adversaire physiquement, enfin techniquement en termes de tenue de groupe. Et c'est quand même, ça fait encore plus mal. Encore si on est battu par beaucoup plus fort que soi, bon, on ne peut que s'incliner. Mais là, je pense qu'on était quand même au-dessus, quoi qu'on puisse dire. Mais match, le huitième, c'est un match et ce match, on a perdu peut-être sur le plan psychologique, je ne sais pas, parce que il n'y avait pas de raison. J'en vois pas forcément parce que le Sénégal était au-dessus. Bon, souvent, se maintenir, c'est ici au top qui est difficile. Parce que si on voit, le Sénégal est vite monté en puissance. Et là, est-ce que c'est pas ce fait d'aller déjà à un certain niveau de la compétition ne nous a pas un peu pénalisé? Parce que déjà, le Sénégal était vu comme un beau champion. Oui, effectivement, c'est le champion sortant et toutes les équipes avaient les yeux braqués sur le Sénégal et c'était l'équipe à abattre. Et il fallait redoubler d'efforts, c'est pas évident parce que toutes les équipes se préparent au mieux pour faire le match de leur vie contre le Sénégal. Et c'est vrai qu'en phase de tournoi comme ça, on préfère démarrer en puissance. Et là, nous, on était arrivés carrément au mieux qu'on pouvait attendre. C'est une équipe équilibrée, qui gagnait tout et qui renversait tout sur son passage. Et en général, on dit vaut mieux rentrer dans une compétition au fur et à mesure, monter en puissance. Et nous, on a été déjà à notre meilleur, mais tant mieux. Et après, c'est ça qui nous a peut-être fait déjouer parce qu'on était sûr de nos forces. Et les matchs à élimination directe, vraiment, on sait que c'est notre compétition et malheureusement, un grain de sable peut faire dérailler la belle mécanique. Si vous revenez un peu dans la manière dont le Sénégal a joué face à la Côte d'Ivoire, qui était pratiquement un peu bouleversée durant les 10 premières minutes, pratiquement, on voyait que l'équipe sénégalaise seule sur le terrain qui faisait le jeu et automatiquement, quelques minutes après, on voit les Lions reculer. Qu'est-ce que ça te fait ces faits de jeu de voir le Sénégal perdre dans ces circonstances alors qu'on voyait nettement qu'on avait la possibilité de faire autre chose? Oui, effectivement, le scénario était idéal. Marqué très tôt face à un adversaire qui était un peu timoré parce qu'on sait d'où elle vient. Elle a subi des humiliations, elle a eu des contre-performances assez importantes et tout un peuple
derrière remonter contre son équipe. Et ils avaient à cœur aussi de se relancer et avoir cette opportunité de jouer face aux champions, aux lions, aux vrais lions de la Teranga. Et ils ont eu l'opportunité de laver un peu l'affront qu'ils ont eu. Et vous savez, sur un match comme ça, quand vous avez cette opportunité, vous pouvez avoir qui vous voulez en face. Vous allez faire le match de votre vie. La preuve, le but qu'ils ont pris d'entrée n'a changé en rien leur calme, leur sérénité. Et j'ai vu une équipe quand même qui n'a pas perdu son plan, elle a déroulé son jeu. C'est comme un rouleau compresseur. Et j'ai été impressionné par la force de caractère de ces joueurs qui ont joué avec les tripes. Et ça me rappelle un certain Sénégal-France où c'était pas le plus beau sur le papier qui a gagné. C'est sur le terrain qu'ils ont été chercher cette victoire. Et pour ça, je félicite quand même cette équipe ivoirienne qui a su vraiment revenir de l'enfer pour gagner ce match. C'était incroyable. Mais d'une part, est-ce que ce n'est pas le Sénégal quand même qui s'est mis un peu en difficulté en donnant trop de respect à l'adversaire? Je ne pense pas que c'est du respect, mais quand on a marqué ce but, 5 minutes après, 6 minutes après, on a vu, je ne sais pas si c'est voulu, hein, si c'est une décision tactique, une équipe complètement reculée, qui est restée sur ses bases, peut-être cherchant le compte, parce qu'on avait quand même de quoi tuer le match, et malheureusement, on a pêché sur ce plan-là aussi. Et si c'est une volonté tactique de mettre un bloc bas et puis jouer en contre, malheureusement, on a donné confiance à cette équipe qui a quand même fait une possession de balle quand même à 65% par moment, contre 35%. Et j'ai rarement vu une équipe sénégalaise subir ou laisser carrément le jeu à l'adversaire. Et on a vu ce qui s'est passé. Mais justement, c'est là où peut-être beaucoup d'observateurs critiquent un peu, je ne sais pas, la manière dont on a joué, parce qu'on se dit que le potentiel offensif, bien évidemment, que le Sénégal a, est-ce qu'on a ce droit vraiment de jouer en bloc? Est-ce que ce n'est pas l'équipe adverse qui doit nous craindre de jouer en bloc et pas le contraire? Effectivement, c'est pas évident, c'est vrai qu'on parle après coup, mais je pensais qu'on allait porter l'estocade parce que l'animal était blessé, il n'était plus bas que terre. On a eu les occasions, franchement, mais on n'a pas su les finir aussi. Et quand vous échappez à tous ces événements négatifs, mais vraiment de notre football, et réussir à sortir ces tripes, ce cœur, cet orgueil, cette force collective. Et moi, je dis aussi bravo à la Côte d'Ivoire, parce que je vois toutes ces circonstances. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, et c'est pas un accident, parce qu'ils l'ont reproduit encore. On le voit pour les quarts de finale, les demi. C'est pas du hasard, c'est que ces joueurs qui sont portés peut-être par leur public et ils reviennent de l'enfer et ils décuplent une force incroyable pour se hisser en finale. Donc ce qui s'est passé contre le Sénégal, ce n'est pas aussi un hasard, c'est la force aussi, c'est l'ADN peut-être de cette équipe ivoirienne. Maintenant, comme on dit, le vin tiré, il faut voir ça. Maintenant, il y a d'autres échéances qui vont venir, bien évidemment, au mois de juin avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Déjà, qu'est-ce qu'il faudra faire de ce groupe? C'est un groupe quand même qui est performant. Ça, on ne peut pas aussi tout effacer. Contre-performance, surtout perdre au penalty, on ne peut pas dire que tout est mauvais, mais c'est le résultat actuel qu'il faut analyser, qu'il faut digérer surtout. Et c'est ça parce qu'on tombe quand même de haut. C'est le champion qui sort en 8e de finale, le Sénégal, bon, le plus beau. C'est comment on va être digérer cette contre-performance. Et puis, on est aussi en phase de transition générationnelle. On commence aussi à faire cet amalgame qui commence à être fait entre la génération de Sadio Mané, Koulibaly, Gana Gueye, Chirokhet et autres, qui vont encadrer au fur et à mesure ces jeunes loups qui rentrent dans la tanière, dans l'angle, qui ont de la qualité, et beaucoup de joueurs vont commencer à postuler. Et puis il faut faire cet amalgame, cette transition rime aussi avec peut-être d'autres perspectives, peut-être au niveau du staff, au niveau de l'encadrement, j'en sais rien. Donc aussi il faut sonder aussi et laisser reposer peut-être le sélectionneur pour voir à tête reposée
qu'est-ce qu'il a envie de faire avec ses dirigeants. Je pense qu'ils sont assez... Oui. Au sélectionneur, parce que c'est un point vraiment très important. C'est un débat en quelque sorte, on ne peut pas n'y pas en parler. Mais déjà, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant la CAN même, certains cadres de l'équipe étaient envoyés à la retraite. Est-ce que maintenant c'est le moment peut-être de se séparer définitivement d'eux et peut-être penser à d'autres joueurs peut-être beaucoup plus jeunes qui tapent à la porte de l'équipe nationale? Non, c'est comme je dis, c'est une transition. Parce que cette expérience, je vous le dis encore, elle ne s'acquiert pas aujourd'hui. Gana Gueye, d'accord, avec l'âge qui avance, il est plus vers la fin qu'au début. Mais cette transition, il faut un accompagnement de ces jeunes, on l'a vu. Malheureusement, lors de cette huitième de finale contre la Côte d'Ivoire, l'ami Camara, avec tout le talent qu'il peut avoir, face à un Fofana, vous avez bien vu que ça reste encore. Donc cet accompagnement des cadres est nécessaire. Donc maintenant, c'est quel cadre qui va pouvoir continuer pour encadrer quand même ces jeunes qui ont besoin quand même de l'expérience du vécu, de la souffrance aussi qu'ont vécu ces cadres, parce que c'est pas quand on gagne qu'on acquiert de l'expérience, c'est dans les moments difficiles comme ce qu'on vient de vivre. C'est comme ça, on a eu les larmes d'un camarade. Pour moi, je lui envoie un message pour lui dire que c'est là qu'il apprend, c'est là qu'il grandit, et ces situations se reproduiront et il va progresser. Toujours, on va rester sur la performance des cadres, et là, je m'en arrête à Sadio Mané, le leader technique. Comment voyez-vous, comment jugez-vous cette performance? C'est bien évidemment trois passes décisives avec accompagné de buts. Comment jugez-vous ces performances? Non, je vais parler de la Sadio-dépendance. J'ai toujours parlé de la Sadio-dépendance avec ce qu'il a apporté à l'équipe. Mais ce qui est intéressant dans cette équipe, pour moi, qui est peut-être plus aboutie qu'en 2022, aujourd'hui, c'est un Sadio qui est toujours dans ses standards, mais qui est peut-être moins influent pour l'équipe nationale. Donc, il y a d'autres qui s'affirment. Je pense que aussi, c'est un joueur important. Il fait peut-être moins de différence, mais il pèse quand même sur le jeu. Donc, lui aussi, je pense qu'il a fait une bonne CAN, ça c'est clair. Je ne sais pas comment en 2022 où il a porté vraiment l'équipe, et c'est aussi peut-être aussi une transition. 2025, c'est pour bientôt, c'est un an et demi. Vous les voyez, ces cadres-là, accompagnés des jeunes. Mais tout le monde disait que certains cadres sont expatriés dans les pays du Golfe. Et ça aussi, c'était une question aussi importante à souligner. Ils ont été performants, à l'image de Koulibaly, donc qui est resté quand même solide, un bon capitaine. Maintenant, il faut voir un an et demi après où ils en sont. Bon, ça, c'est tous les jours à l'entraînement. Je pense que le staff est assez alerte pour voir aussi le niveau de performance, et puis aussi la concurrence qui est là. On a vu sur le banc Ablaïsek vraiment qui m'a fait vraiment forte impression. Donc je pense qu'il y a de la matière pour remplacer tout le monde. On va peut-être terminer l'émission en parlant un peu du sélectionneur national. Sur le plan tactique, beaucoup décrit le système, des fois sur les réseaux, même les gens parlent de 5-2-3. Comment vous avez vu la stratégie bien sur le plan technique? Comment vous notez le système? Non, je n'ai pas noté, mais si on regarde en termes de performance, je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Il a porté l'équipe nationale à des standards qui vont être difficiles à bouleverser. Mais aussi, il faut voir aussi que ça fait 9 ans qu'il est en poste. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Quel est le projet qui va être soumis par ses dirigeants? Ça, il faut demander à Maître Augustin Senghor, la DTN. Bon, je pense qu'ils sont assez outillés pour se projeter. Maintenant, si ce n'est pas le cas, sur quel projet ils vont partir, sur quel type d'entraîneur, un local ou un expatrié, ça aussi c'est le débat. On a vu que l'expertise locale, bien encadrée, bien structurée, bon, je pense qu'il y a les bons tacticiens qui sont là. Tout ça, c'est des axes de
de réflexion, parce que l'équipe a pris du galon, à un standard, à un niveau. Bon, tout ça, c'est pas évident. Maintenant, à poser la question à l'UCC, je pense que c'est le principal intéressé. Je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de souffler. Moi, personnellement, je ne l'ai pas au téléphone, hein, mais je prends du recul et puis analyser en tant qu'ancien sportif. C'est moins difficile, c'est ce que c'est sûr. Maintenant, à l'avenir, je pense qu'il y a un avenir en dehors de l'équipe nationale aussi. Donc, c'est le moment de faire un break, passer à autre chose. Mais tout ça, moi, je vois ça de l'extérieur. Hein. Je n'ai pas de conseils à lui donner, mais c'est aussi ouvrir des perspectives aussi. Bon, peut-être qu'il a des propositions, ça on ne sait pas. L'équipe nationale, on dit qu'en général, c'est les cycles peut-être de 4 ans. Mais là, il a fait aussi 9 ans. Si jamais il est amené à partir, on lui souhaiterait bonne chance, mais je pense aussi son ambition aussi peut-être aussi de remettre une deuxième étoile. Il y a une Coupe du Monde qui est en perspective aussi. Le Sénégal se qualifie maintenant régulièrement à la Coupe du Monde, donc je ne peux pas parler d'échec. Il a quand même amené le Sénégal à un niveau assez intéressant. Maintenant, l'avenir. C'était vraiment un réel plaisir le déplacement, il nous a bien accueillis dans ces... Maintenant, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes bien reconverti. Non, c'est pas une reconversion. Est-ce que c'est pas un message que vous lancez aux jeunes pour penser encore à la reconversion? Parce qu'il n'y a pas de football de jeunes. Ah ben, ça, je pense que le plus important pour un sportif, c'est l'après-football qui est extrêmement difficile. Quand vous avez joué des années dans le football, vous êtes conditionné. Mais il faut savoir qu'il y a une vie après le football et la reconversion est peut-être beaucoup plus importante que le football, que le sport en général. Donc il faut faire attention, il faut investir, il faut se projeter parce qu'il y a une vie après le football surtout. Et ça, c'est un message que je lance aux jeunes et aux sportifs parce que je ne vais pas parler de moi, mais il faut faire très attention où on met les pieds et puis se battre comme on se bat sur le terrain. Voilà, merci. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. On avait une invitée de marque qu'on ne présente plus, excusez-moi. Et on a fait avec lui ensemble le tour de la participation de l'équipe nationale dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous donne rendez-vous pour d'autres émissions beaucoup plus intéressantes et on va parler de football.